Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission. Vous le savez, vous êtes les bienvenus avec nous ce soir tous les jeudis. Et d'ailleurs, notre émission, je vous le rappelle, passe 2 fois par jour en rediffusion évidemment. Vous pouvez également la retrouver en entièreté sur YouTube. Alors, le 19 mars 1946, eh bien écoutez, la France a voté, vous le savez, la loi d'assimilation et c'est ainsi que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ainsi que la Réunion ont cessé définitivement d'être une colonie. Et ça a été sous l'impulsion d'Aimé Césaire et de Léopold Bissol. Alors, une promesse forte a été faite durant cette période, l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité et surtout l'accès digne au niveau de la santé, l'égalité des conditions de vie. 80 ans plus tard, nous sommes là et vous savez, dans notre émission, nous aimons débattre sur les questions un petit peu brûlantes. On pourrait se poser un certain nombre de questions, de savoir est-ce que ces promesses-là ont été tenues face à tout ce qui s'est passé. On peut parler de progrès indéniables, on peut aussi parler de déséquilibre, notamment dans le système de santé. Qu'en est-il de toutes ces promesses? Nous allons en parler ce soir avec nos invités que nous remercions d'être là. Et vous le constatez, nous sommes pour l'instant 4 sur le plateau. Notre 4e invité ne saurait tarder. Dans un instant, il nous rejoindra. Alors, je vais de ce pas présenter mes 3 invités déjà présents et tout en les remerciant une fois de plus d'être là. Monsieur Jean-Louis Fonsat, vous êtes donc historien et connu sur ce plateau de Foc Causé, puisque vous avez eu l'occasion de venir répondre et partager vos connaissances avec nous. La première question, Monsieur Fonsat, on parle de loi d'assimilation, où certains, on le disait en amont de cette émission, connaissent cette loi sous le nom de loi de départementalisation. Et vous me disiez, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, quelques minutes, nous expliquer de quoi il en retourne précisément? Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, nous écoutent. Alors, je ne suis pas juriste, je suis historien, je fais la différence entre la loi d'assimilation du 26 mars 1946 et qu'aujourd'hui, en général, on parle de départementalisation. Mais cette loi du 26 mars, emmenée par Césaire Bissol, est une loi que tous les députés des anciennes colonies, comme on disait à l'époque, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, ont voté. Ont voté avec des réticences. On verra ça tout à l'heure. Mais cette loi d'assimilation, c'est-à-dire est assimilée à l'espace politique et constitutionnel de la France. Alors c'est vieux. La Révolution française de 1789 pose le problème de la représentativité des Français. Donc on abandonne, si vous voulez, ça s'appelle le caractère féodal et on met en place des départements et des communes. Et on met en place des assemblées représentant les gens de ces espaces. En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, la Réunion, dès 1635, et j'oublie Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti, appartiennent à la France. Donc ce sont des territoires français. Et donc la Révolution française dit qu'il faut que dans ces espaces soient appliquées les mêmes lois, évidemment, que la Première République, c'est-à-dire que la Révolution met en place. 2 problèmes importants se posent, c'est que, c'est vrai, depuis 1635, ce pays appartient à la France, on voit ça bien, le Code noir, et le Colbertis, etc. Mais d'autre part, la représentativité pose problème. Si les colons sont libres, donc on crée une association, une assemblée de colons. Les libres n'ont pas droit de cité, donc il faut leur donner droit de cité. Donc on crée une association des libres. Mais le dernier, ce sont les esclavisés, d'accord, qui sont des propriétés, donc qui n'existent pas en tant qu'humains, etc. Et donc, il a fallu atteindre 1794, avec la première libération des esclaves, pour qu'ils soient représentés. Et évidemment, ça n'a pas duré très longtemps. On voit ça bien à ces domaines. La révolution a éclaté tout de suite, puisque effectivement, ces couches de la population prennent le pouvoir et s'organisent, pouvoir républicain. Ce n'est pas encore l'indépendance. Mais chez nous, en Martinique, la Martinique est occupée par les Anglais. Et donc, la loi n'a pas été appliquée. Les Guadeloupéens, en Guadeloupe, le commissaire à la République descend avec sa guillotine et il impose évidemment la loi. C'est une première guerre, la première guerre de la Guadeloupe, et on verra une deuxième guerre. Et pourquoi? Simplement parce que les lois de la Révolution française doivent s'appliquer
dans tous les espaces appartenant à la France. Donc en 1946, voilà ce qu'ils demandent. C'est-à-dire, comme on dit en latin, sicutur ventrem, c'est-à-dire ils doivent suivre la maison mère. C'est ça. Alors évidemment, après 1948, nous sommes une colonie nous étions des colonies très particulières. Pourquoi très particulières? Parce que, nous sommes colonie, mais on a un conseil général, on a des députés, on a des maires, etc. On a même des sénateurs. On a même des ministres issus de la colonie. D'accord? Tout en étant colonie, tout en étant en mode de production, il y a de grandes plantations sucre pour la métropole. Voilà. Vous avez vu? Donc, mais c'est le fait d'être colonisé, citoyen colonisé, ne nous donne pas tous les droits que les citoyens français ont. Résultat, tous ces droits, nous sommes représentatifs, c'est vrai, mais avec aucun droit, on n'a que des devoirs, aucun droit que ce que donne la République française, la première, la deuxième et la troisième République. On n'a aucun droit. Et ce qui se fait en 1946, c'est que ces élus, alors il faut dire pour deux choses, pour deux raisons, pour terminer. Un, on sort de la Seconde Guerre mondiale. Le monde est divisé en deux, un bloc socialiste et un bloc, je dirais, libéral américain, etc. Premièrement, ça c'est important. Deuxièmement important, c'est les visées des États-Unis sur la Caraïbe. La conférence de Barbade de 1944, il est prévu, d'après la rumeur, que les colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane doivent être rendues aux USA pour payer la dette de guerre. Ça, c'est la première chose. Donc, en étant assimilé à la France en tant que territoire, donc on ne peut plus toucher en Martinique la Guadeloupe. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose importante, c'est le mouvement de la résistance. Ils mettent en place ce qu'on appelle, le mouvement unifie la résistance, le MUR met en place ce qu'on appelle l'Union française. L'Union française, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ce code-là, De Gaulle, ce discours de Dakar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, nos colonies en Afrique et en Asie, en Indochine, Vietnam, etc., nous leur proposons une forme, si vous voulez, d'autonomie dans la République. Une forme d'autonomie dans la République. Et évidemment, les colonisés qui ne sont pas comme nous, qui sont le Vietnam ou l'Indochine, c'est une vieille civilisation. Madagascar, c'est une grande civilisation. Et les pays africains sont plus vieilles civilisations que nous, c'est-à-dire, ce ne sont pas des pays neufs, ce sont des pays très anciens. Eh bien, ils disent, mais si l'Europe était très affaiblie à cause de la guerre, en se battant entre eux, pourquoi ils veulent nous imposer d'être colonie dans le cadre de l'Union française? Et rapidement, en 1946, c'est la guerre de l'Indochine. Vous avez vu? Il se termine en 1954 avec la bataille de Dien Bien Phu, où l'armée française était vaincue. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? En 1954, démarre l'insurrection, qui se termine en 1962 par l'indépendance. Vous avez vu? Et dans la Caraïbe, les colonies anglaises obtiennent ce qu'on appelle le Home Rule, c'est-à-dire une forme d'autonomie interne, d'acteur d'organisation qui n'a rien à voir avec le département, et au fur et à mesure, ils accèdent à l'autonomie et à l'indépendance. Résultat, ce monde d'après 1946, dans le cadre de l'assimilation, dans le cadre français, si vous voulez, est résolu de manière différente. Alors, une petite nuance quand même, c'est qu'en Guadeloupe, nous avons 3 élus. M. Pita, qui est médecin, et président du conseil général. Réminé Souta, qui est maire de Capesterre, et Valentino, qui est député. Ils disent, nous sommes d'accord pour l'assimilation, mais nous souhaitons que les lois soient adaptées à nous. C'est nous qui décidons de la manière d'adopter les lois. Et Césaire leur répond, vous avez la majorité aujourd'hui, mais si demain matin la majorité change, et il se pourrait que les lois ne seraient jamais appliquées. Et c'est là le débat entre eux. Alors qu'à la Réunion, Pierre Vanche, le député communiste, et Martinique, Bissol, et puis Césaire, et en Guyane, c'est Gaston Monnerville, qui n'est pas communiste, ils acceptent effectivement cette loi assimilation. Donc c'est une loi, c'est l'extension de la Constitution française, de toutes les lois françaises sociales, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et évidemment, vous comprenez bien, ce ne s'est pas passé comme il est à la poste, dans la mesure, pour mettre en place ces lois, il faut des structures. Et ces structures, on va les voir dans le cadre de la santé.
Ah bah, écoutez, merci, c'est parfait. J'espère que les éducateurs, vous avez été très attentifs à tout ce qu'a dit Monsieur Fonsa, qui était formidable. Nous avons eu un très beau cours d'histoire et je me permets, je vous en remercie d'ailleurs, je me tourne vers vous, Monsieur André-Édouard. Vous êtes président de la Société martiniquaise d'histoire de la médecine et en tant que tel, j'ai une question pour vous. À quoi ressemblait, Monsieur Édouard, le système de santé avant 1946? Bonsoir à tous. Je suis effectivement un médecin retraité et je préside la Société martiniquaise d'histoire de la médecine. Nous avons des documents qui nous permettent de savoir que le système de 1946 n'a rien à voir avec ce qui est actuellement. D'accord. Aussi bien au niveau des structures des établissements hospitaliers que de la couverture sociale des patients, puisque la sécurité sociale n'existait pas Tout à fait. à cette époque, et ça a été aussi l'objet d'un autre combat pour l'obtenir, et aussi au niveau de l'extension à nos régions des progrès de la science en Occident et aux États-Unis. Voilà ce qu'on peut dire concernant ces différences. Et il y avait des structures telles que les dispensaires, qui, en dehors du dispensaire Calmette qui fonctionne encore actuellement, Oui. ont presque tous disparu. Il y avait des hôpitaux importants, c'est-à-dire ceux de Fort-de-France, du Lamentin et de Trinité, d'autres qui étaient des structures moins importantes au Lorrain, à Saint-Joseph, aux Trois-Îlets, et j'en oublie. Et puis, il y avait, en plus de ces établissements, des structures annexes, c'est le rôle des dispensaires, où des médecins allaient périodiquement apporter sur place des possibilités de prise en charge des pathologies. D'accord, et donc l'accès aux soins qui a été justement promis par le gouvernement avec cette loi de départementalisation, non, d'assimilation, l'accès aux soins a été facilité après 1946. Qui payait, Monsieur Édouard, les soins? C'était chacun? Alors, ceux qui pouvaient payer les soins, ceux qui ne pouvaient pas bénéficier des bons qu'on appelait les bons d'AMG, d'assistance médicale gratuite, qui étaient délivrés par les mairies et qui étaient aussi un outil de campagne électorale. Ah oui, ok. Donc pas forcément d'équité. Ok, très bien, on s'entend bien, merci Monsieur Édouard, on en revient dans un instant. Bonsoir Monsieur Franz Ventura, bonsoir à vous, et vous êtes ici en qualité d'anciennement DG, directeur général du CHU. Merci à vous d'être là, oui, dites-moi. Oui, bonsoir, je suis là effectivement, donc moi je suis anciennement directeur général du CHU, mais surtout donc anciennement directeur d'hôpital et puis anciennement hospitalier d'une façon générale, puisque finalement j'y ai passé toute ma vie et notamment ma vie professionnelle, ce qui me permet de couvrir une large part de ces 80 ans qui viennent de s'écouler. Absolument. Alors, votre regard, nous avons entendu le vu et entendu, hein, c'est très imagé, le regard de Monsieur Fonsa en tant qu'historien, de Monsieur Édouard en face de vous. Et vous, en tant que... vous parliez de ces 80 années-là, où vous avez pu connaître un petit peu, voir, découvrir ce qui s'est fait, vous avez vu arriver cette nouvelle loi, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce système hospitalier, est-ce qu'on peut dire qu'il est à la hauteur des standards français, par exemple? Alors, cette question, je ne sais pas si c'est à moi de répondre, parce que finalement, je ne suis plus... Ça fait maintenant 17 ans que j'ai arrêté de travailler. Mais ce que j'en vois là maintenant, c'est qu'on est passé certainement d'un monde pratiquement moyenâgeux, pratiquement, donc la période de 46, à aujourd'hui, avec des progrès absolument considérables. Il y a des choses qui sont absolument remarquables. Il y a des zones d'ombre. Il y a notamment dans le bâti de certains établissements, il y a encore d'énormes progrès à réaliser. Il y en a qui ont été réalisés, hein. Mais pendant cette période, il y a eu des choses absolument extraordinaires. Nous avons actuellement donc un plateau technique sur la Martinique qui est tout à fait remarquable, même si par rapport à des soucis d'organisation, de financement, de démographie médicale, il peut y avoir encore des difficultés à le faire fonctionner parfaitement.
Mais en tout cas, et puis il y a également donc des secteurs qui restent peut-être un petit peu en difficulté. Mais en Ouais. tout cas, Mhm. on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, Oui, monsieur J'ai dit, alors, pour Fossa. un petit tableau de l'époque, alors, en 1946, on a 11 hôpitaux. Alors, 11 hôpitaux. Alors, il y a l'hôpital Clarac, c'est un hôpital militaire. Alors, il faut savoir, M. Clarac, c'est un officier de la marine et qui a organisé l'école de médecine à Marseille et qui est en Martinique. Donc, l'hôpital Clarac. Il y a l'hôpital civil, qu'on connaissait de l'autre côté de la rivière Le Basson, d'accord? Et puis, il y avait l'hôpital Clarac civil et il y avait l'autre hôpital qui s'appelait. Il y avait 3 hôpitaux, 3 grands hôpitaux. Non, 2. 2. D'accord. sur Fort-de-France, C'est Fort-de-France. sur Fort-de-France, il y avait donc l'hôpital Clarac, l'hôpital civil, et puis il y avait L'asile des vieux. l'asile des vieillards. Et l'asile des vieillards. L'asile Voilà. des vieillards qui ont été fusionnés. Donc ça a été la première fusion. Ouais. La C'est ça. première fusion qui a été fusionnée. Et donc, dans en les communes, 58. nous avons des hôpitaux. Alors, pour le Lorrain, Mhm. Saint-Pierre, le Marin, Saint-Esprit, etc. Alors, à D'accord. l'époque, la rumeur disait, donc à l'hôpital, au côté, le combat bouillon 11, c'est-à-dire pratiquement, les gens vivaient ça comme on dit en français, un mouroir. C'est-à-dire, au dernier oui. moment, vous allez à l'hôpital. Parce D'accord. qu'effectivement, ça, c'est une réalité, c'est comme ça que les gens parlaient. Mhm. Alors, il faut savoir qu'il y avait, pour toute la Martinique, à l'époque, la Martinique avait 270 000 habitants. Il y avait 48 médecins. Vous imaginez? Pour près de 48 300 000 médecins. personnes. Oui. Mhm. J'avais 17 dentistes, qui étaient pratiquement tous à Fort-de-France. Et vous aviez 36 sages-femmes. Vous avez vu? Voilà la situation. Alors, ça, c'est... Mais il y a aussi la situation sanitaire, ce que les médecins vont vous expliquer mieux que moi. C'est quoi? Ce sont les maladies récurrentes infantiles, Mhm. d'accord? Le pian que les gens avaient dans les pieds, etc. Vous avez vu? Et il y avait les fièvres, différentes fièvres endémiques. Typhoïde. Oui, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, qui étaient des fièvres endémiques, qui étaient liées évidemment à la situation sanitaire. Alors, il faut savoir que pratiquement tous les bouts étaient près de rivières, à la sortie des rivières. Pourquoi? Parce que la colonisation s'est faite comme ça. C'était des paroisses. Lorsque les colons s'installaient, ça allait près des cours d'eau. Mhm. Et vous comprenez? Donc, les paroisses sont transformées en communes et les communes se retrouvaient évidemment près des cours d'eau. Évidemment, il n'y a pas de, comme dirais-je, il n'y a pas d'organisation sanitaire. Ça n'existait pas. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Et comme on disait, tout le monde, quand j'étais battu à la rivière, etc., évidemment, cette manière de vivre, pas de vivre, etc., entraînait effectivement toutes les maladies qu'on a connues. Donc, c'était ça la situation sanitaire. Et Césaire m'expliquait ça très bien. Je connaissais Césaire parce que pour des raisons autres, pas politiques, mais des raisons. Il disait, qu'elle me font ça, tu peux pas t'imaginer ce que c'était que la Martinique. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Parce que monsieur disait, pourquoi vous avez voté ça? Mais font ça, tu peux pas t'imaginer ce que c'était la Martinique. Tu vois, non? Fort-de-France, Tierceville, et Canal-le-Vassor, la rivière Monsieur, la rivière Madame. Alors, justement, à ce propos, la question est pour vous trois, messieurs. Pourquoi avoir, selon vous, vous avez peut-être la réponse, pour nos Itata, et moi, ça m'interpelle, pourquoi avoir choisi, à ce moment-là, en 1946, de voter la loi, de demander ce vote avec Léopold Bissol, d'assimilation plutôt que l'indépendance? Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter? Non, mais la réponse est dans l'histoire pour moi. C'est vrai? Oui, Alors, on va revenir vers vous, Monsieur Fossa. Monsieur Édouard, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr qu'à cette époque, on avait les moyens d'améliorer la situation aussi bien sociale que sanitaire de la population. D'accord. La lutte contre le péril fécal qui entretenait le nombre de maladies infectieuses, la fièvre typhoïde, qui tuait les gens à cette époque. Bien sûr. La nécessité de la vaccination nécessitait, à mon avis, des moyens que l'indépendance ne pouvait pas garantir. Et vous pensez que les hommes de l'époque, dont M. Aimé Césaire ont choisi, ont favorisé,
cette forme de... Alors, il ne faut pas oublier Parce que que... beaucoup de personnes, juste pour que... Quand j'annonce l'émission, Ouais. beaucoup de personnes m'interpellent et m'envoient des messages. Et cette question m'est revenue. On parle aujourd'hui des 80 ans de la loi d'assimilation, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt passé de la misère des colonies à une autre forme de dépendance au sein de cette République-là? Alors, alors, une question importante, l'assimilation est devenue au cours des années, la déculturation. C'est tout. Mais en 1946, l'assimilation n'était pas ça. D'accord. Et Césaire le précise bien dans ses discours qu'il n'était pas ça. L'assimilation, c'est l'égalité des droits et des lois, et pas seulement sociale pour la Martinique. Parce qu'il faut savoir, ce que j'expliquais depuis quel bon moment, c'est qu'on avait déjà des députés, des maires, etc., que les anciennes colonies n'avaient pas. Ils étaient ça s'appelle des citoyens colonisés, c'est tout. On avait des maires, on avait le conseil général en Martinique, on avait maires, députés, on avait même eu un ministre, les mairies, qui était même ministre sous Pétain. On a même eu un ministre, vous vous imaginez. Donc on a eu tout ça. Donc si vous voulez, et la revendication n'est pas une revendication de l'élite de 1948, c'était lié à la Révolution française qui veut étendre à tous ces territoires les mêmes lois qu'en métropole. C'est là qu'est née cette idée. Vous avez bien, regardez bien la Révolution haïtienne, tous les officiers, Toussaint Louverture, etc., disent nous sommes des officiers républicains, c'est-à-dire on veut appliquer la République chez nous. Vous avez vu, c'était ça le départ, République chez nous. Donc résultat, à l'époque, il faut comprendre bien, à l'époque, devant une telle misère sociale, médicale, sanitaire, etc., pour, je dirais, l'intelligentsia et puis la présence américaine, l'intelligentsia martiniquaise, la représentativité, n'oubliez pas, ils sont tous au Parti communiste, c'est la solution immédiate pour qu'on sorte de cette misère, pas seulement médicale, sanitaire, mais sociale. C'est tout. Très bien. Monsieur Ventura, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez pu voir, constater des failles dans ce système de santé aujourd'hui par rapport aux promesses qui avaient été faites, à cet accès aux soins qui devait être plus facile? Est-ce qu'il y a encore des failles? Est-ce qu'il y a matière à améliorer? Il y a toujours matière à améliorer. C'est ce que je pensais que vous m'auriez dit, bien sûr. Il y a toujours matière à améliorer. Il faut quand même dire que pendant ces années, vraisemblablement après encore, ce sera toujours le cas, il faut constamment se battre. Il faut se battre, parce qu'en définitive, on est toujours dans une démarche de progrès par rapport à une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante pour essayer d'aller vers une situation qui pourrait l'être davantage. Et en ce qui concerne d'ailleurs l'assimilation, si tu permets, voire dire que pour les populations de l'époque, parce que finalement, si on juge aujourd'hui, on a peut-être une façon de voir les choses, mais les populations de l'époque considéraient que c'était un progrès absolument considérable. Et en plus, sur le plan comment dirais-je, constitutionnel, sur le plan de la réalité de la citoyenneté, jusqu'en 1946, la Martinique appartenait à la France. En 1946, avec la loi d'assimilation, elle fait partie de la France, fait partie de la République. Et c'est une position qui est totalement différente. À partir de là, donc, les citoyens sont des citoyens à part entière, avec bien sûr des inégalités dans l'accès aux droits, dans les conditions de vie. Mais en tout cas, ce sont des citoyens qui ont cette égalité de revendication de leur citoyenneté, revendication de leurs droits. Et à l'intérieur donc de ce statut, et si on en revient donc au système de santé, eh bien pendant ces 80 ans, on a eu de cesse de chercher à améliorer les choses. Il y a eu des succès, il y a eu des points sur lesquels donc ça a moins bien marché, mais en tout cas donc une réalité qui fait que actuellement, eh bien on peut dire que la population en Martinique a un niveau de santé d'une façon générale, avec certainement des nuances, et notamment une espérance de vie qui est comparable à celle des pays les plus développés. D'accord. Merci, Monsieur Ventura. Monsieur Edouard, petite question. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Médecine coloniale, on l'a compris, médecine à deux vitesses, quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé? Alors, pour ce qui est de l'accès aux soins, ça a beaucoup changé. Et même si Césaire est très vite revenu
ce qu'il espérait de l'assimilation et a dénoncé dans sa fameuse formule de français entièrement à part et pas français à part entière, on a progressé. Les gens ont des accès théoriques aux soins qui sont les mêmes qu'ailleurs. D'accord. Mais se greffe sur ce projet un problème de démographie médicale qui fait que par manque de médecins, les délais de rendez-vous s'allongent et que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas pris en charge. Parce que ces délais, quand on n'est pas bien, on ne supporte pas le délai. C'est jusqu'à aujourd'hui, hein, Oui, c'est oui, je entièrement parle dénoncé, d'aujourd'hui. hein, vous parlez Je parle d'aujourd'hui. Très bien, monsieur Fonsa, tout à l'heure, vous faisiez Oui, il y a un autre élément l'énumération. important, Oui, c'est, si vous voulez, et je dirais, la manière de vivre de l'époque et aujourd'hui. D'accord? À l'époque, c'était encore l'économie de plantation, c'est-à-dire d'habitation. Nous avons 40 000 ouvriers agricoles en 1946. Vous avez vu 40 000 ouvriers agricoles, des gens de campagne, où il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, on a de la vendée pour se laver les mains, et puis les gens vont cueillir de l'eau de pluie et qu'ils boivent. Vous avez vu? C'était ça. Il n'y a pas d'action sanitaire. Et il a fallu attendre qu'on mette en place l'arrivée de l'eau à partir de 1952-53, avec le maire de Rivière-Salée, où pratiquement l'ensemble des communes de la Martinique, surtout du Sud, ont eu de l'eau, en eau potable, c'est-à-dire traitée, etc. Et qui a réglé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'eau, si je me trompe, évidemment, qu'arrivaient toutes les épidémies. Il y a ça, il y a l'eau. Mais l'eau aussi entraîne aussi la construction de fosses septiques. Parce qu'avant, tout allait, vous savez, dans la mer ou de la rivière. Donc, c'est un deuxième élément important. Et troisième important aussi, à l'époque aussi, c'est la manière de vivre et de manger, de la nourriture, qui n'a rien à voir avec ce que... Alors, aujourd'hui, on a d'autres problèmes. Je parle aux médecins, on a deux autres problèmes. On a deux problèmes aujourd'hui. On a les sargasses, qui posent le problème, ils vous expliquer mieux que moi. D'accord? On a les sargasses. Et puis, on a aussi la manière de manger, l'alimentation transformée. On entend 30% de la population martiniquaise fait du sucre, comme le cas dit en créole, c'est-à-dire. D'accord? Et font de l'attention. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être mieux que moi, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une transformation des maladies aujourd'hui ou de la sanitaire aujourd'hui par rapport au mode de vie. Par rapport au mode de vie et par rapport aux sargasses qui ne dépendent pas de nous, ça c'est autre problème, etc., mais qui posent de réels problèmes de santé publique. Alors, merci, monsieur Fonsa, pour tous ces éclaircissements. Vous le voyez, chers Itata, notre quatrième invité nous rejoint. Bonsoir, monsieur Bertrand François Lubin. Merci à vous de nous rejoindre pour continuer à échanger, à débattre sur la question des 80 ans de cette loi de l'assimilation, d'assimilation plutôt. Alors, moi, j'ai une question. Alors, vous secouez un peu la tête. Il y a quelque chose qui vous gêne? Dites-moi, la question... Disons que le terme assimilation, c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que le principal rapporteur de ce projet de loi, lui-même, il avait contesté le concept d'assimilation. Il avait parlé de départementalisation aux alentours donc, de 1946 et surtout en 1948. Il a dénoncé donc, le concept d'assimilation. Il a parlé donc de départementalisation. C'est ça. Puisqu'il a toujours dit... ce qu'il a souhaité, ce n'est pas la France, mais la République. Et ce sont donc deux choses qui sont complètement distinctes. La France, donc, dans sa dimension, je dirais, culturelle, mais la République, c'est sa dimension universelle. C'est ce que la chose donc, de la cité, la chose publique, donc la dimension universelle, c'est ce qu'il a revendiqué, et notamment la possibilité pour nous de bénéficier des lois sociales. C'était sa principale motivation. On a eu ce débat juste avant que vous n'arriviez. Non, je vous en prie. Au contraire, vous nous apportez encore davantage d'éclaircissements. Et d'ailleurs, ma question, c'est celle-ci. Juridiquement, est-ce qu'il y a eu, selon vous, un avant clair et un après 1946? Quelles sont les ruptures claires qui se sont définies? Je vous le certifie. C'est ça. Puisque de 1848 à 1946, nous avons vécu selon le régime de l'exception. Autrement dit, régime où nous avions la situation un peu particulière où nos députés, ceux qui siégeaient donc, à l'Assemblée, au Parlement, votaient des lois, mais qui ne s'étaient pas applicables. Vous voyez, donc la rupture, c'est une réelle rupture entre donc, cette période d'après 1848 jusqu'en 1946, et cette période... 46-48.
46, oui, la loi de 46, même D'accord. si dans la réalité, un certain nombre donc, de dispositions n'ont pas été applicables, il a fallu, je fais appel à l'historien, 1959 pour qu'on voit véritablement, qu'on perçoive véritablement l'effectivité de la loi de 46. Ah oui, donc il a fallu 13 ans? Moins. Jusque lorsque Giscard vient en 74, qu'est-ce qu'il dit? Il faut la départementalisation économique. Tout à fait, oui. Oui. Vous dire. Oui, puisque, alors, pour avoir travaillé sur les questions sociales, donc j'ai écrit plusieurs articles sur ce domaine, et effectivement, au départ, les droits sociaux ne nous ont pas été transmis. Et alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que tous ces transferts sociaux ont été faits au détriment du développement économique. Eh oui. C'est un substitut au développement économique. Ce n'est que depuis les années 90, la loi Perben notamment, on peut dater cela à partir de la loi Perben, qu'effectivement, il y a eu un renversement de perspective où les droits sociaux sont au service du développement économique. Donc Il y a un choix qui a été il y a un fait. choix, une nouvelle orientation politique est prise. Mhm. C'est ce que vous disiez, Monsieur Édouard, précédemment, quand vous Oui. parliez de choix qui avaient été faits sur la santé plutôt. Ok, très bien, merci. Une autre question, hein, parce que Oui, vous oui. venez d'arriver, effectivement, on a envie de tout savoir. Peut-on parler d'égalité réelle aujourd'hui entre ce qu'on appelle la métropole, ou d'autres disent l'Hexagone, enfin voilà, la France, Oui. et la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, qui ont été... On n'appelle plus ça colonie aujourd'hui, on dit même plus, on dit Oui. département d'outre-mer, etc. Alors, c'est quoi le... Alors, bon, il y a une loi qui a été adoptée récemment, la loi ERM, qui vise à instaurer l'égalité réelle aux dépens donc, de l'égalité formelle, vieille vulgate marxiste. D'accord? Bon, alors, tout dépend de la représentation qu'on a déjà du concept d'égalité, et surtout sur le plan juridique. Mhm. Vous avez l'égalité politique qui prône, je dirais, une totale assimilation pour que ce soit bien perçu par nos téléspectateurs. Autrement dit, l'égalité politique, c'est l'égalité citoyenne. Nous sommes tous des citoyens et nous avons tous droit aux mêmes droits. Donc le droit de vote, notamment, qui illustre parfaitement cette conception de l'égalité. Elle postule la non-différenciation. À côté, vous avez l'égalité sociale et politique, économique, qui par contre autorise la différenciation. Mm. Donc si on doit parler d'égalité réelle, l'égalité réelle, elle existe sur le plan politique. Nous avons les mêmes droits civils et notamment donc les droits liés à notre état civil, d'accord ? Mais la citoyenneté, tout ça est rattaché donc au concept de citoyenneté. Par contre, s'agissant de l'égalité économique et sociale, je pense, alors, je vous dis ce que je défends, et je l'ai écrit dans un article qui s'intitule « L'impossible indifférenciation ». Il n'est pas possible, de mon point de vue, que sur le plan économique et social, qu'on puisse nous traiter de la même manière que de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a matière à différenciation. Alors, là aussi, on peut percevoir des évolutions où, si pendant longtemps, c'est le régime de l'égalité qui a prévalu, mais c'était donc sur la base d'une conception individuelle. D'accord ? Aujourd'hui, l'indifférenciation semble prendre le pas sur l'égalité, je dirais, purement formelle, mais sur une base territoriale. Ce sont pas donc on ne nous traite pas donc toujours sur le plan individuel. Nous sommes tous des individus, nous sommes tous des Français. Mais sur la base territoriale, donc c'est tout le sens de la discrimination positive quelque part. D'accord ? On fait donc de la discrimination positive, mais sur une base territoriale. La République n'autorise pas qu'on puisse faire des différenciations à partir des individus. Mais sur une base territoriale, oui, on constate effectivement que nous sommes en train de cheminer vers cela. Et alors, tout ceci, il faut faire une corrélation entre ce processus, mais qui est lié au processus de la décentralisation, du fait du transfert de compétences aux collectivités territoriales. Donc,
il y a une forme de territorialisation, mais de plus en plus, l'article 73 semble donner toute sa pleine mesure, où la territorialisation consiste donc à dire que on peut, d'accord, traiter différemment les territoires. Et donc, c'est un standard, j'ai envie de dire, jurisprudentiel du Conseil constitutionnel qui autorise les différences de traitement, d'accord, dès lors qu'il y a un motif d'intérêt général. Et on peut considérer que notre situation économique et sociale est distincte donc de celle de l'autre côté de l'Atlantique et qu'à ce titre, effectivement, on peut opérer des différences de traitement. Alors, Je peux lui poser une question. alors, Oui. allez-y. Est-ce que effectivement, le fait d'avoir, si vous voulez, les mêmes droits politiques, si vous voulez, Oui. dans une économie coloniale, Oui. de plantation, Mhm. c'est ça la difficulté. Jusqu'en 1970, on avait une économie de plantation, usine, distillerie, etc. Après 70, si vous voulez, chute de l'économie sucrière, Oui. on a mis en place l'économie bananière, Oui. exploitation. Et ce sont des modèles économiques de Mhm. type colonial, Mhm. d'accord, où on a besoin d'une main-d'œuvre importante pour produire, d'accord. Est-ce que, si vous voulez, le fait d'avoir demandé l'assimilation de l'égalité Des droits des droits politiques. politiques et sociaux, Oui. et Oui. sociaux, C'est et sociaux, oui. sur ce type de modèle économique. Parce que, pour exemple, on voit bien toutes les grèves qui, entre 1945 et 1974, s'est Oui. terminées dans soit des tueries, etc., etc. On a bien vu que les batailles que les syndicats ont dû mettre en place l'assistance sociale ou la caisse d'allocation familiale. Pour exemple, le FASO. Le FASO, c'est... Oui, tout à fait. D'accord. Pour exemple, le FASO, on disait que les familles martiniquaises ne pouvaient pas gérer la totalité Oui, des tout à fait, allocations. oui. Donc, une partie était réservée aux communes, Mhm. d'accord, pour mettre en place ces cantines. Oui, tout Ça à a fait. été Oui. supprimé en 1974. Exactement, oui. Je prends un exemple encore très simple, c'est l'argent, les billets. Quand je suis parti faire des études en France, j'étais obligé d'aller changer les billets que j'avais en Martinique, d'accord, au change, à la banque, qu'on avait cousu de mon pantalon pour partir en France. Et arrivé en France, j'ai changé ça contre Mais je de peux l'argent encore ajouter français. un exemple qui est très actuel et qui Oui. est assez signifiant de ce point de vue. Hein, Et en plus, il s'avère que bon, j'ai une casquette aussi d'administrateur de la CAF, donc je peux en parler bah, allons-y. aisément. Les allocations familiales Oui, sont versées chez nous, Oui. d'accord, à partir du premier enfant, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est à partir du deuxième enfant. C'est une différenciation qui est liée, à l'époque, on a justifié cela par rapport à des considérations, je dirais, sociologiques. sociologique. Notamment le fait que nous avons des familles, pour l'essentiel, qui sont monoparentales. Parental. Donc, voilà une différenciation. Ouais. Alors, pour revenir donc à la question, moi, je pense que je vais analyser ceci donc sous l'angle de point de vue relatif et puis donc dans l'absolu. Ouais. Dans l'absolu, je pense que les deux sont à décorréler. D'accord ? C'est-à-dire Du fait de donc qu'on peut les détacher, effectivement, les traiter différemment, puisque la République a cette vocation universelle. D'accord ? On peut très bien considérer que dans l'absolu, on peut avoir les droits politiques sans avoir les droits économiques et sociaux. Les mêmes droits sur le plan économique et social. D'accord ? Ça, c'est parfaitement concevable dans la réalité. Bon, dans l'absolu. Dans l'absolu. Mais dans la réalité, il est difficile, et là, effectivement, je vais faire appel encore à une lecture marxiste des choses, en disant qu'il ne peut pas y avoir d'égalité réelle, du moins d'égalité formelle, sans égalité réelle. D'accord ? Donc, si on peut concevoir, conceptuellement, ça peut se concevoir, mais dans la réalité, donc dans la pratique, c'est impossible. C'est possible. C'est impossible, C'est de mon point de vue, mais à Oui. partir d'une grille de lecture Non, mais marxiste. Non, mais ce n'est pas une grille de lecture, c'est une grille de la réalité. C'est-à-dire, la réalité, l'histoire nous a prouvé, entre 1945 et les années 64-75, qu'il y a cette, comme vous dites en français, cette dichotomie entre la réalité économique, la réalité sociale et la réalité politique. Parce que la réalité politique, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est de 48, tout le monde vote, tout le monde est citoyen. Oui, Faut aller quelqu'un. pour les femmes, puisque les sauf hommes, les c'était dames, bien c'est- avant. Tout le monde est citoyen. On a des députés, on a des sénateurs, Oui. on a même un ministre, Oui. les mairies, Oui. qui était sénateur. Donc, on avait l'ensemble. Mais quand on regarde bien l'histoire politique entre les deux guerres, quand on regarde ça bien, c'est important. Le massacre du diamant, Mhm.
Vous avez entendu ces jours-ci, on parle du diamant, le massacre du diamant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une élection municipale où l'armée intervient parce que le candidat qui était un usinier de l'époque, il se sent menacé. Et l'armée intervient. Et je vous dis, Poincaré, qui était président de la République, il dit dans un discours au Parlement, on s'est trompé, on n'a pas dû donner à des gens qui sortent de l'esclavage, je vous jure, je les texte, enfin je simplifie, ce pouvoir politique, c'est-à-dire de voter, etc. Alors, c'est quand même était grand, l'une et puis maman cochon, c'est des grandes urnes où les gens étaient debout à l'intérieur de l'urne contre la fraude. Et la fraude était perpétuelle en Martinique entre les deux guerres. Il fallait voir ça. Et ça donnait évidemment des excès au Cambé, au Diamant, à Rivière-Pilote, dans toutes les communes. Il y a tout. Enfin, on a connu ça, c'était important. Donc, si vous voulez, vous regardez bien le débat, si vous voulez, c'est pas un débat, c'est un éclaircissement, c'est-à-dire entre le formalisme, il faut qu'on parle de gars juridique, le formalisme, c'est-à-dire de donner aux gens l'autorisation. Moi, j'ai appelé ça des citoyens colonisés. C'est un citoyen oui, l'expression, oui, c'est peut-être un oxymore, mais bon, on peut l'utiliser. Oui, colonisé, d'accord. Et de l'autre côté, une économie où le gouverneur est de plein droit, d'accord. C'est lui qui discute, qui dirige. Autour de lui, j'ai un conseil, formé des grands planteurs, on a retrouvé tous les textes, etc. Et je vous donne un exemple. Le président du Conseil général en 1930, c'est un monsieur Ayotte. Il délègue son pouvoir à monsieur Saint-Clus. Et le problème, si vous voulez, qu'il y a eu l'assassinat d'Aliker, lié au fait que les gars ne payaient pas les impôts au Conseil général parce que la colonie devait verser chaque année, la colonie devait payer les gendarmes, la justice. Vous avez vu? Les gendarmes, la justice. Le département, le Conseil général, c'est eux qui payaient les enseignants du secondaire et les maires devaient payer les enseignants du primaire. Vous avez vu? Donc, c'est ça. Oui, courtement, allez-y. La corrélation qui doit exister aujourd'hui entre droit politique et droit économique, il y a deux arguments que je peux avancer et qui plaident sur cette nécessité. À la limite, c'est un impératif aujourd'hui. Ouais. On ne peut plus concevoir donc l'idée dans l'absolu que les deux puissent être dissociés. Les droits sociaux sont assimilés à des droits de l'homme aujourd'hui. Oui. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison de faire de distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Et puis, une raison plus circonstancielle, je dirais, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette espèce de défiance à l'endroit de la classe politique. Et on sait très bien, les sociologues, tous ceux qui travaillent sur ces questions, témoignent bien d'une réalité, c'est parce que souvent, c'est parce que les gens sont en difficulté économique et sociale, d'accord, qu'ils n'exercent pas leurs droits politiques, et notamment le droit de vote. Donc, si on veut, parce qu'on se plaint de cette désertion de la sphère publique, si on veut que les gens assument leur citoyenneté totalement, donc aillent notamment voter, il est de l'intérêt de tous que nous puissions tous bénéficier de nos droits économiques et sociaux. Super. Monsieur Ventura voulait intervenir. Oui, non, c'est juste pour dire que finalement, il y a deux façons de regarder le sujet ou la question. Soit effectivement au niveau global, au niveau des politiciens, soit à hauteur de citoyens. Oui, c'est ça. Parce que le citoyen, lui, il fait pas la distinction. Oui, tout à fait, oui. Lui, il veut boire, manger, il veut un logement, il veut être soigné, point barre. Et ça fait partie donc de ses aspirations fondamentales. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Je ne vois pas qui peut contester ce droit. Personne. Alors, et la question qui se pose dès lors, c'est comment on en fait la mise en œuvre. Je ne me rappelle pas lequel des révolutionnaires avait bien dit qu'après avoir le premier besoin de tout être humain, c'est manger et après l'éducation. Ouais. Mais l'éducation après avoir mangé. Et puis c'est évolutif. Oui. Parce qu'une fois qu'on a l'éducation, on va plus loin. Messieurs, justement, on parlait de ce que veut le citoyen. On le saura dans une seconde, juste après la tribune digitale.
Alors, la question de la tribune digitale, Monsieur Ventura, Monsieur, je m'adresse à vous deux, puisque vous êtes pour la première fois sur ce plateau. C'est une question qui est posée par un téléspectateur. Quand j'annonce l'émission, le sujet, en tout cas la thématique, j'ai sur les réseaux sociaux de Faut Causer des personnes qui nous contactent. Et cette personne dit, la question est la suivante, quand on voit l'état de nos hôpitaux en Martinique, personnel et infrastructures, comment peut-on encore parler d'égalité d'accès aux soins? Pourquoi faut-il encore aujourd'hui, pour se faire soigner, partir vers la France? Alors, euh, j'ai pas de réponse absolue. Et en plus, je ne suis pas qualifié pour ça, parce que finalement, l'État pas en activité. Par contre, là encore, ce sont des réalités qui n'ont pas d'absolu. Il y a, si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, et si vous sortez du service de cardiologie, d'orthopédie ou de rhumato, et vous interrogez les patients qui y sont passés, vraisemblablement, ils seront nombreux à vous dire leur satisfaction. Oui. Ils seront nombreux. Et je vous en donne ma parole. C'est un mythe alors? C'est un mythe? La question on l'entend souvent, ça revient souvent, de personnes qui partent faire leurs analyses en France, parce que comme disait Monsieur Édouard tout à l'heure, les temps d'attente sont très longs pour se faire soigner, ou même un simple examen. André Édouard va pouvoir y répondre. Je pense que dans tous les hôpitaux, il y a des services qui fonctionnent merveilleusement, des services qui font l'envie de tous nos voisins de la Caraïbe qui viennent se faire soigner ici. Et il y a comme un abcès de fixation sur le service des urgences, parce que maintenant que nous sommes arrivés à la génération du clic, si vous voulez connaître la population du Turkménistan, vous l'avez en 0,17 secondes et on vous précise la durée. Alors que la gestion d'un service des urgences ne peut pas être la même. Il y a des soirs où il y a des journées où il y a 120 passages et d'autres journées où il y a 25 à 40 passages. Et parmi ces 25 à 40 passages, il y a une personne qui peut occuper toute une équipe, qui bénéficiera d'un bilan sanguin, d'un bilan radiologique, voire d'une intervention chirurgicale dans la nuit, sans que ça fasse l'objet de la moindre publicité. Mais quand on a attendu, qu'on a vu passer des gens, qu'on a l'impression que sa douleur n'est pas soulagée, que son dossier n'est pas pris en charge, alors qu'il l'est en réalité. Mais on ne peut pas tout faire dans la même minute. Et cette fixation sur les urgences nuit à tout le travail qui est bien fait en amont. Alors, voilà mon avis. Juste ajouter à ce qu'ils viennent de dire, moi je dirais, méfions-nous. Hein. La question, puisque vous avez notre téléspectateur a bien posé la question de l'égalité d'accès aux soins. Cette question n'est pas propre à la Martinique. D'accord? C'est un problème bien français. Parce que nous vivons des choses, effectivement, qui font partie de notre réalité, mais de l'autre côté donc, aussi de l'Atlantique, d'accord? Il y a, donc, je peux vous dire, parce que nous avons travaillé ensemble sur un rapport sur la santé, d'accord? La question donc de l'égalité des soins se pose là-bas aussi, donc de la même, avec peut-être pas la même acuité, d'accord? Mais c'est un problème, je dirais, juridique, mais qui devient aussi un problème politique. C'est un problème politique français, ce n'est pas propre à la Martinique ou encore à la Guadeloupe ou à la Guyane, à l'outre-mer de manière générale. Je voulais dire, les gens regardent Good Doctor. Ça devient la référence. Bon, ça devient la référence. J'ai une fille qui vit en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Quand elle est malade, elle prend l'avion, elle descend à Paris, je vous jure, vous se fait soigner, vous faites des examens. Parce qu'elle me dit, j'habite dans tel bloc, j'ai un médecin, une clinique de tel bloc, et je n'ai pas allé que là. J'ai rendez-vous dans 6 mois. Je prends l'avion ou le train, je descends à Paris, je vais me faire soigner. Ça, et quand quelqu'un va aux États-Unis, elle me dit, mais papa, aux États-Unis, écoute-moi bien, on te demande ta carte. On met dans l'appareil. Si ton assurance couvre pour 5 000 ou 10 000 euros, on te dit, vous serez soigné pour 5 000 ou 10 000 euros. C'est tout. Donc, si vous voulez, le système français, que c'est de solidarité, je n'ai rien contre, que le système
américain ou anglo-saxon général, anglo-saxon, qui est lié uniquement à la cotisation. C'est-à-dire, tu cotises, et si tu as mis ton argent et perdu dans un fonds de pension parce que à la bourse, ça a été perdu, tu as perdu tous tes droits. Ça fonctionne comme ça. Donc, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle, pour moi, c'est pour ça que l'assimilation pose problème. L'assimilation pose problème, pour moi, historiquement, parce que les gens ont construit un mythe, c'est mythologique. Il y a une construction intellectuelle ou fantasmagorique, tu vois, de ce que devrait être, c'est ça, notre vie ici. D'accord? Mais on ne se pose pas de problème pour prendre un billet ou pour aller en croisière. On ne se pose pas de problème. Hein? C'est-à-dire, on fait un crédit, et on fait un crédit. Un crédit de 500 €, 700 € qu'on perd 10 fois, ce n'est pas de problème. Mais quand on vous dit, pourtant, en Martinique, 80% des soins sont gratuits. Vous avez vu? Donc, si vous voulez, c'est l'idée de la responsabilité que nous n'avions pas ou qu'on n'exerce pas de manière réelle dans notre situation de citoyen. Monsieur Fonsa, vous avez évoqué quelque chose, je me permets de vous interrompre parce que le temps nous est compté, qui m'interpelle. Est-ce que vous pensez, la question est pour vous quatre, messieurs, est-ce que vous pensez que cette loi d'assimilation, de départementalisation a modifié, a changé notre ADN, l'identité martiniquaise, notre conscience collective à partir de 1946? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes devenus un autre peuple? Parce qu'on parlait de ce mot assimilation, justement. Alors, je pense que c'est une question éminemment difficile parce que c'est vrai, elle pose l'articulation et c'est un objet donc de débat depuis, j'ai envie de vous dire, que le monde est monde, enfin depuis que nous sommes devenus effectivement, nous avons accédé à la départementalisation. La question de l'articulation entre identité culturelle et identité politique. C'est là la question. C'est ça. Or, donc, on a eu, si vous observez le paysage politique, pendant un certain temps, beaucoup considéraient qu'il y avait donc un lien très étroit entre l'identité culturelle et l'identité politique. Alors, on peut considérer que les choses ont un peu changé, donc je parle sous le regard donc, de l'historien, à partir de cette fameuse convention du Montrouge, d'accord, où le terme d'autonomie est apparu, voire d'indépendance. Et donc depuis, et vous voyez bien que les choses ont évolué au point que ceux qu'on pouvait situer sur l'échiquier politique à droite ont aussi évolué. Monsieur François Lubin, je suis malheureusement dans l'obligation de vous interrompre, mais je prends la balle au rebond pour vous inviter, messieurs, à la suite de cette émission. Vous êtes d'accord avec moi, il nous faut une suite parce que nous sommes à 6 secondes de la fin de cette émission chez Azitata. Et je sais que comme moi, vous êtes passionné par tout ce qui a été dit. Nous allons vous donner donc rendez-vous jeudi prochain. Mais avant, si évidemment vous êtes d'accord, messieurs, oui, si tout le monde est OK, on va s'organiser. Juste avant, si vous deviez répondre à cette question en 2 secondes, messieurs. La question de savoir est-ce que cette loi a porté solution à la santé ou plutôt au statut? Est-ce qu'on a pensé le statut ou on a pensé soins en priorité, selon vous? Alors, ce qui me concerne, je dirais que le statut nous a permis d'accéder à des soins qu'on peut toujours contester, mais il n'en demeure pas moins vrai que si on compare avec nos voisins dans la Caraïbe, effectivement, quelque part, on peut se dire que le statut nous a permis de nous soigner. Vous êtes d'accord, messieurs? Eh bien, écoutez, chers Azitata, merci à vous, messieurs, et on se donne rendez-vous, je l'espère, d'ici la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain pour la suite de ce débat intéressant. Bonne soirée, merci, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée.